Et de retour, j'espère que la pause a été bénéfique. Et ben, il nous reste 2 talks. On va commencer par Xavier et le réseau. Xavier, à toi. Très bien, merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur le réseau. Hop. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Xavier Carl, j'ai 15 ans d'XP, je suis responsable technique, architecte technique sur le Vertical Transport à Nantes. Alors un petit disclaimer pour commencer, on va principalement parler IPv4 dans ce talk qui est très peu IPv6. Pourquoi? Parce qu'en fait IPv4 finalement c'est surtout notre quotidien, bien qu'IPv6 est en train de monter, finalement on continue de travailler principalement avec IPv4, donc on va plutôt se concentrer là-dessus, puis en plus un petit peu plus simple, donc c'est plus facile de commencer comme ça. Et bien commençons, on va commencer avec un ordinateur, et donc dans cet ordinateur on va lui afficher 2 cartes réseau, une carte RJ45 et une carte Wi-Fi. Donc une carte RJ45, ça ne devrait pas être une grosse surprise pour vous, c'est une carte filaire dans laquelle on vient afficher donc un câble, et une carte Wi-Fi, ça va être une carte qui permet de communiquer sans fil. Alors on peut avoir ces 2 cartes qui sont branchées sur le même réseau, le même sous-réseau, donc avoir des adresses IP qui se ressemblent par exemple, ou bien on peut également avoir nos cartes qui sont branchées sur 2 sous-réseaux différents, donc là par exemple en 192.168.1 et sur 10.50.12 par exemple. Donc sur la suite de ma présentation là, on va en prendre une au pif, donc prenons la RJ45 par exemple, et puis on ne va plus parler de la Wi-Fi pour faire simple. Donc sur notre ordinateur, on va avoir des programmes qui vont tourner et qui vont avoir besoin peut-être d'accéder au réseau. Alors prenons des programmes par exemple comme ceci, on va avoir une calculatrice, on va avoir par exemple Spotify, on va avoir un serveur web, donc prenons un serveur Apache par exemple, et puis ces applications vont peut-être avoir besoin du réseau. Alors bon, la calculatrice ne va pas beaucoup nous intéresser, donc a priori, elle ne devrait pas aller sur le réseau pour pouvoir faire nos calculs. Par contre, les 2 autres, oui. Alors, j'ai volontairement choisi ces 2 applications-là en particulier. Pourquoi? Parce que l'application Spotify, elle, va aller chercher des informations sur Internet, là où le serveur web va plutôt, lui, exposer des services à des gens qui viendraient chercher des informations chez nous. Alors on va complexifier un petit peu le schéma et on va agrandir la boîte RJ45 et ajouter des numéros qui s'appellent des ports sur le côté droit. Et donc vous pouvez ouvrir sur une interface réseau de 1 à 65 535 ports. Donc c'est rapport à des puissances de 2. Et ces ports vont servir à vos applications pour venir se brancher dessus. Donc là, par exemple, on va avoir notre serveur web qui va être branché sur le port 80. Pourquoi 80 ? 80, c'est une convention. En fait, habituellement, les serveurs HTTP écoutent sur le port 80, mais rien ne vous l'oblige. Vous pouvez très bien écouter sur un autre port, ça ne pose pas de problème. Et Spotify, lui, comme on l'a dit juste un instant, va plutôt, lui, aller chercher des informations à l'extérieur, peut-être sur spotify.com, par exemple. Et donc, en fait, on va vouloir sortir, et donc pour sortir, on va aller adresser la carte réseau, et on va lui indiquer, tiens, j'aimerais bien sortir, donne-moi un port de sortie. Parce qu'en fait, les deux vont avoir besoin de parler, le serveur distant et nous, on va avoir besoin de parler entre nous, et donc là, on va demander à la carte réseau de nous ouvrir un port. Donc là, bon, j'ai pris un port au pif, c'est la machine qui choisit de nous attribuer un port. Alors habituellement, ce sont des ports qui sont au-dessus de 50 000 dans ces eaux-là. En fait, il y a 3 classes de ports, et donc les ports dynamiques sont en bout de chaîne. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a dit l'application Spotify, elle est ce qu'on dit bindée sur le port 52.616, et puis le serveur web, lui, est plutôt en train d'écouter sur le port 80. Bon, c'est pas très pertinent, mais je vous affiche aussi les process ID, les PID ici. Pourquoi? Parce que, en fait, la plupart du temps, quand vous allez vouloir débugger votre machine parce que ça marche pas, et vous voulez savoir qui écoute sur quel port, et bien en fait, c'est souvent des PID qui sont remontés, et donc c'est comme ça qu'il va falloir que vous allez pouvoir identifier qui occupe la place. Alors là, si on a un petit malin qui écoute la ligne, et ben en fait, il va pouvoir voir que les 2 ports sont ouverts, port 80 et port 502.616, pour peu qu'il y ait de la communication, des échanges qui soient faits dessus.
En revanche, s'il est en train d'écouter sur le Wi-Fi, alors bon, le Wi-Fi est éteint, donc bon, il ne va pas entendre grand-chose, mais quand bien même il serait allumé et sur le même réseau, en fait, il n'entendrait rien, parce que les deux programmes en question sont branchés sur la carte filaire et non pas sur la carte Wi-Fi. Et donc, voilà, dans ce cas-là, eh ben, il n'entendrait rien. Alors, bon, on a vu sur notre ordinateur, ça c'est bien, mais voyons maintenant plutôt sur un serveur. Donc sur un serveur, bon, là j'ai pris un serveur Linux, et puis j'ai utilisé la convention de nommage ETH0, ETH1, qu'on voit assez régulièrement sur les serveurs Linux. Et donc là, bon, j'ai pris arbitrairement des adresses IP qui sont définies. Donc là, en fait, on va avoir sur notre serveur deux cartes réseau qui sont donc en fichier dedans, virtuelles ou non. Et donc, pourquoi deux, déjà? Alors, habituellement, en fait, on essaye de séparer les usages réseau et on ne va pas tout brancher sur la même carte réseau. Par exemple, ici, on pourrait choisir de mettre sur la première carte, la carte 0, les flux applicatifs, et sur la carte 1, les flux d'administration. Ce qui permet, par exemple, de réduire la surface d'attaque, c'est-à-dire qu'on va exposer l'application, les flux applicatifs potentiellement sur Internet, par exemple, ou on va en tout cas les ouvrir plus largement habituellement, alors que les flux d'administration, eux, on ne va les ouvrir qu'à nos administrateurs, et donc ils seront moins accessibles. Le cas classique, hein, c'est un serveur SSH. On ne va pas ouvrir le port 22, le serveur SSH, sur la carte applicative. Donc on va rajouter des process dessus. Donc là j'ai pris arbitrairement un serveur Java et puis un serveur Python, et qui donc expose des données. Et on va avoir le serveur Java qui va ouvrir un port 8000 par exemple sur l'interface 0. Et puis juste derrière, on va avoir le serveur Python qui va également ouvrir un port 8000 sur l'interface 0. Alors, vous avez certainement déjà vu ça. Ça ne va pas fonctionner, puisque la place est déjà prise. Premier arrivé, premier servi. On ne peut ouvrir qu'un seul port à la fois sur une carte réseau. Et donc là, Python arrive en deuxième. Et désolé, Java est déjà dessus. Et donc, on ne peut pas être à deux dessus. Donc là, il va recevoir une erreur, généralement quelque chose qui ressemble à ça. Par contre, ça ne pose aucun problème d'ouvrir le port 8000 sur l'autre interface réseau, par exemple. Ça peut tout à fait fonctionner. Donc là, je change les ports, je change juste le serveur Python pour le remettre sur 52.12 de tout à l'heure. Et puis, je nous ajoute une pseudo-ligne de commande en bas à droite. Alors, pour faire simple, j'utilise le mot-clé connect, qui n'existe pas, hein, mais vous trouverez des équivalents assez facilement. D'ailleurs, je vais vous en donner un juste après. Mais pour que ce soit plus simple, je vous écris ça comme ça. Et donc là, si on demande de se connecter sur l'adresse qui se termine par 14 port 8000, on va avoir le serveur Java qui va nous répondre. Et sur l'adresse 10.52.2 port 52.12, là, on aura notre serveur Python qui va nous répondre sans surprise. Donc là, en fait, ce qui se passe, je me répète un petit peu, mais en fait, on a du coup nos serveurs qui sont bindés sur des ports, sur différentes interfaces. C'est-à-dire qu'ici, on a choisi d'identifier précisément l'interface réseau sur laquelle on veut se brancher. Donc on a dit, le serveur Java, je veux explicitement la brancher sur l'interface 0, et le Python explicitement sur l'interface ETH1. Vous pourriez aussi écrire ça sous cette forme-là. Alors vous avez différentes syntaxes, hein, du étoile ou bien du 0.0.0.0. Et donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, je veux me binder sur l'ensemble de toutes les cartes réseau qui sont présentes sur ma machine. Alors c'est souvent une solution de facilité, puisqu'en fait ça permet de ne pas avoir à s'embêter à chercher la carte réseau sur laquelle on veut s'ouvrir. Mais ça peut être aussi un problème d'un point de vue sécurité si finalement notre service, on a envie de le restreindre. Donc là, je ressors ma ligne de commande de tout à l'heure, et donc on est reparti. Port 8000 sur l'interface 14, sur l'interface ETH0, on a Java qui répond. Port 8000 sur l'autre interface, sans surprise également, puisqu'on est bindé dessus. Sur le port 52.12 sur ETH1, on a de nouveau toujours Python qui nous écoute. Et puis, également sans surprise, quand on tape l'interface 0, là on n'a pas bindé sur cette interface-là, donc on va avoir un timeout. En fait, on va attendre qu'ils nous répondent, mais malheureusement, personne ne nous répondra jamais. Et donc, au bout d'un moment, le client va se fatiguer et va nous renvoyer un timeout. Alors, si vous voulez tester ça chez vous, vous pouvez utiliser Telnet, qui permet de faire ça assez facilement.
Donc là, je vous donne une syntaxe avec Windows. Dans l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, en fait, vous tapez telnet espace l'adresse IP espace le port. Et là, en fait, si ça fonctionne, votre console va devenir noire, en fait, elle va se vider, et on va afficher le contenu de ce qui est échangé. Donc si le serveur en face de vous attend que vous parliez en premier, ben vous ne verrez rien d'affiché. Par contre, si lui a choisi de parler d'abord, en fait, vous verrez le contenu qui va s'afficher dans la console. Alors, si le contenu est textuel, vous pourriez le lire. Si c'est du binaire, bon, bah, vous verrez un beau gloubi-boulga dans votre console s'afficher. Si ça ne fonctionne pas, et ben, au bout d'environ 30 secondes, vous aurez certainement un timeout. Alors, passons au présent sur votre box à la maison. On va prendre un exemple. Chez vous, à la maison, vous avez certainement une box Internet qui est reliée à Internet, et puis divers équipements qui sont reliés soit en Wi-Fi, soit en filaire, par exemple. Bon, je nous le mets de façon hiérarchique, et puis on va zoomer sur la box. Donc là, on voit apparaître les interfaces réseau à l'intérieur. En fait, on va avoir du WAN, donc ça, c'est ce qui permet d'aller sur Internet, du WLAN et du LAN. Donc WLAN wireless permet d'aller sur l'interface sans fil, et puis LAN, elle est wire, donc là, on est câblé. Si on complète encore, on va continuer de zoomer. En fait, on va avoir un routeur qui va faire la liaison entre nos différentes interfaces, et également un modem. Alors, est-ce qu'on a encore un modem aujourd'hui? Ça paraît un mot assez désuet aujourd'hui. Vous avez certainement entendu le doux son d'un modem 56K, même si vous n'en avez pas eu à la maison. Et donc, finalement, est-ce qu'on s'en sert encore aujourd'hui? Eh bien oui, parce qu'en fait, quel est le rôle du modem? En fait, un modem, c'est un équipement qui est chargé de transformer un signal binaire, des données binaires, en signal souvent à longue distance. Et souvent, en fait, il va le transformer, c'est-à-dire qu'il va... par exemple, là, je nous ai produit une sinusoïde. Si par exemple, navré pour vous, vous êtes encore en ADSL. Par contre, si vous avez la chance d'être en fibre, vous verrez finalement de la lumière qui va sortir ici. Et donc, le modem, c'est l'équipement qui convertit les données binaires en signaux lumineux, tout simplement. Donc là, la sinusoïde, ça pourrait très bien être également des ondes. Si vous avez un modem 4G, ne serait-ce que sur votre téléphone, en fait, il y a un modem dedans qui est chargé de transformer les données binaires en ondes. Et alors ça, c'est dans un sens, mais également dans l'autre. Parce qu'en fait, on ne fait pas que parler, on a aussi besoin d'écouter. Et donc, dans l'autre sens, on a également des composants qui sont là pour regarder de la lumière ou des ondes, par exemple, et les transformer en binaire. Si on continue de zoomer, certainement sur votre box, vous n'avez pas qu'un seul port réseau, vous en avez souvent 4. Et donc en fait, on va voir apparaître un switch qui va faire la liaison avec le LAN. Et je nous ajoute également le firewall. Alors je ne suis pas très satisfait de l'endroit où je l'ai mis, parce qu'en fait, je l'ai mis là pour des raisons de simplicité, et souvent c'est ici qu'on met un firewall, un peu en mode château si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on met un garde du corps à l'entrée, et puis à l'intérieur, tout le monde est gentil. En fait, en réalité, le firewall, il peut être mis autour de toutes les interfaces, et donc les règles qui sont définies dans le firewall peuvent être mises sur les différentes interfaces. Puis je vous ajoute aussi un serveur DHCP, j'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, on va à présent parler communication. Alors j'aime beaucoup cette image des deux enfants avec les pots de yaourt. Je ne sais pas si vous avez pu essayer ça une fois, mais c'est une image qui est vachement intéressante. En fait, on a un enfant qui est d'un côté du pot de yaourt, qui parle avec sa voix, qui va faire bouger finalement l'air. L'air va venir faire vibrer le fond du pot de yaourt, et ces vibrations vont être transmises sur le fil, qui doit être bien tendu. Si ce n'est pas tendu, les vibrations vont s'atténuer et on n'entendra rien de l'autre côté. Et ce fil tendu va venir à son tour faire vibrer le fond de l'autre pot de yaourt, qui va à son tour faire vibrer l'air et qui nous permettra de l'entendre avec notre oreille. Et donc là, finalement, on a également un modem qui vient faire une transformation de signal, un signal audio en vibration sur la corde des deux côtés. Alors nous, on ne va pas utiliser des pots de yaourt et des ficelles, mais par contre, on va plutôt utiliser des ordinateurs et des câbles. Donc, ceci est un câble. Et puis, je vous ai sorti mes plus belles icônes pour vous montrer que on veut parler et écouter.
Et donc là, par exemple, on va avoir un câble qui va nous permettre de parler et d'écouter en même temps. Alors on appelle ça, c'est possible, hein, ça s'appelle du half duplex. En fait, on parle et on écoute en même temps sur le même câble, mais on risque de ne pas s'entendre. Dans une conversation, si on est plusieurs, il y en a un qui parle, les autres écoutent. Quand il a fini de parler, un autre prend la parole, parle, et les autres écoutent. Si tout le monde parle en même temps, c'est une cacophonie, personne ne comprend rien. Et bien sur le câble, c'est la même chose. Bon, c'est un petit peu fastidieux. Alors, c'est quelque chose qui est utilisé en Wi-Fi, mais sur un câble, on a la possibilité finalement de tirer 2 câbles, tout simplement. Et donc, en fait, on va brancher l'oreille d'un côté sur la bouche de l'autre, et vice-versa, ce qui fait qu'on a en permanence directement la liaison directe qui est établie, on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin d'écouter sur le câble. Et donc ça s'appelle du full duplex, que vous avez peut-être déjà vu dans vos configurations réseau. Alors, j'ai pu trouver cette image-là, alors une belle invention des années 60, qui permet aux passagers de parler au conducteur d'une moto. Et donc, on voit très bien la passagère qui parle dans un espèce de micro qui va dans le casque derrière, et pareil, le conducteur qui renvoie dans les oreilles du passager, de la passagère. Bon, c'est une bien belle invention qui finalement nous fait un beau pendant ici. Bon, on se demande pourquoi on n'a plus ça aujourd'hui chez nous. Alors, si vous avez eu le plaisir de faire du câblage réseau dans votre maison, vous avez certainement fait du câblage RJ45, et vous savez qu'à l'intérieur du câble, en fait, vous avez 4 paires de fils torsadés. Alors pourquoi 4 ? En fait, on vient de voir que 2 pourraient suffire. En fait, 4 permettent de faire du gigabit, donc en fait, c'est juste une question de débit. Avec 2 câbles, ça pourrait très bien fonctionner. Et d'ailleurs, si vous avez un câble qui est défaillant, il est fort probable en fait que vous soyez downgradé en 100 mégabits par exemple, ou pire. Alors faisons une petite parenthèse qui m'a boire un coup sur les différentes technologies de câbles. Alors on va pas trop s'apesantir dessus, mais c'est quand même intéressant en fait de faire une comparaison entre de la fibre optique et puis du câble RJ45. Bon, si on parle matière, d'un côté on a du cuivre, de l'autre côté du verre, c'est très résumé, hein, mais c'est l'idée, vous avez l'idée, c'est fragile et c'est transparent. En débit max théorique, alors c'est un peu compliqué de vous faire le détail parce que les normes évoluent, ça dépend de plein de choses, mais grosso modo on a un rapport entre 10 et 100 entre les deux technologies. Et si on parle un petit peu plus dans le détail, finalement bon, le RJ45 il est bon marché, ça fait des années que ça existe, c'est facile à installer avec des outils conventionnels très accessibles, c'est robuste, ça fonctionne bien. Par contre c'est sensible à l'électromagnétisme. Alors, par exemple, si vous avez un câble qui n'est pas blindé, vous pouvez réduire la sensibilité si le câble est blindé, mais s'il n'est pas blindé et que vous mettez ça derrière une enceinte qui n'est pas blindée non plus, par exemple, et bien vous allez avoir des perturbations. Et vous pouvez même aller, c'est possible, ça a été démontré, vous pouvez même écouter le câble, parce qu'en fait, lorsque le signal passe, lorsque le signal électrique passe sur le câble, en fait, il produit des ondes électromagnétiques qu'on peut écouter, en fait, qui traversent le câble, et donc finalement, on peut écouter les signaux qui passent sur le câble sans avoir besoin de l'ouvrir. Bon, on est un peu dans James Bond, mais c'est quelque chose qui est techniquement possible. Une fibre, en revanche, elle, c'est du verre et de la lumière qui ne produit pas d'ondes électromagnétiques, en tout cas qui ne traverse pas le câble, et donc on ne peut pas l'écouter. Et aussi, surtout, et c'est surtout ça qui nous intéresse, l'atténuation est très faible, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin avec le même câble, en fait. Et donc on a moins besoin de répéter, c'est-à-dire d'ajouter des boîtiers régulièrement, quoi. Ce qui explique aussi pourquoi maintenant on passe tous en fibre à la maison, ce qui nous permet d'avoir des meilleurs débits. Alors on ne rentre pas dans le détail, je vous ai mis un petit tableau. En fait les câbles sont normés, vous allez avoir différentes normes, et à chaque fois le câble se complexifie. Alors il se rigidifie, il se blinde, il se surblinde, voilà, vous comprenez l'idée. Je rentre pas dans les détails, et du coup, plus la catégorie est élevée, plus c'est cher et plus c'est performant, quoi. Et plus c'est compliqué à brasser. Une fibre, ça ressemble à ça. Si on zoome un petit peu, donc là, c'est une fibre avec 6... En fait, c'est un câble avec 6 fibres à l'intérieur. Si on regarde une fibre, en fait, vous avez un cœur qui est absolument microscopique, en verre, qui est entouré de plastique, et ensuite, ces brins-là sont à l'intérieur d'une gaine où il y a souvent du tissu pour venir
encaisser les chocs, ce qui permet de, quand vous faites tomber votre fibre par terre, comme c'est du verre, elle ne vient pas se casser en 1000 morceaux. C'est un petit peu dommage. C'est un sujet qui est passionnant. Je vous ai fait le pendant avec les câbles RJ45. Les fibres, elles sont également très variées. Alors là, je vous ai mis une vue en coupe. On peut avoir un cœur plus ou moins gros. On peut avoir un cœur avec un gradient, c'est-à-dire lorsque le signal est sur le point de sortir, en fait, il est gentiment rapatrié vers l'intérieur. Ou bien vous pouvez avoir une espèce de miroir où en fait le signal vient rebondir dans le câble. Un point qui est important de noter, et c'est là où il y a vraiment une supériorité technique de la fibre, c'est que la fibre, c'est un média, et donc en fait, vous pouvez augmenter le débit en changeant les extrémités. C'est-à-dire qu'admettons, aujourd'hui, vous avez une fibre, et vous envoyez, alors je simplifie, mais une lumière rouge à l'intérieur, et bien si vous ajoutez une lumière bleue et verte plus tard, en fait, vous allez pouvoir tripler votre débit sans avoir besoin de changer la fibre. C'est très simplifié, mais c'est l'idée. Je ferme la parenthèse et on va parler de quelque chose d'un petit peu plus désagréable. Alors, je pense que certains ont des sueurs, des gouttes qui vont apparaître, je suis navré, mais il faut quand même qu'on en parle, du modèle OSI. Alors le modèle OSI, il nous présente ces fameuses 7 couches. Ce que je vous propose, c'est de vous les présenter rapidement par l'exemple. Je trouve que c'est plus simple finalement de présenter par l'exemple. Et on va commencer par le bas, la couche physique. Donc là, on va avoir par exemple du câblage ou du modem. Donc notre pot de yaourt de tout à l'heure, potentiellement, ça pourrait être de la couche 1. On va avoir par exemple la norme RJ45, la forme des câbles, la couleur, la forme du connecteur. RJ45, c'est un connecteur qui existe depuis 40 ans. Etc. Donc tout ça sont des éléments qui sont normés, qui permettent de définir la couche physique numéro 1. Je cite aussi 802.11 qui, entre autres, fait partie du Wi-Fi. Ensuite, la couche data, ça permet de bien identifier le bon câble sur lequel envoyer la data. Et puis le fait d'avoir une transmission fiable, c'est-à-dire de ne pas avoir de friture sur la ligne. C'est-à-dire que quand on envoie quelque chose de l'autre côté, il est entendu et puis il n'est pas transformé. Donc là, par exemple, on va avoir la norme Wi-Fi, le protocole ARP ou bien du VLAN, par exemple. Dans la couche network, on va avoir du routage. Bon, bah, c'est là où il y a IP. Ensuite, dans la couche 4, on va avoir les protocoles réseau avec les fameux TCP, UDP. La couche 5, c'est un peu plus... on adresse un peu moins souvent, on parle un peu moins souvent de la 4 et la 6, pardon, de la 5 et de la 6. Généralement, on regroupe 5, 6, 7 dans 7, quoi, grosso modo. Mais là, pour la beauté du geste, je vous le détaille. Donc on va avoir la continuité des échanges avec, par exemple, des sockets. La couche 6, on va avoir de l'encodage et du chiffrement. C'est par exemple ici qu'on va trouver les MIME type ou bien du SSL ou du TLS aujourd'hui. Et puis la couche 7, c'est celle avec laquelle on interagit, nous, habituellement, parce qu'en fait, nous, on développe des applications et c'est là, finalement, qu'on interagit avec les différents protocoles. Donc là, je vous ai cité, par exemple, HTTP, FTP ou WebSocket, mais on pourra avoir du mail ou des flux vidéo ou que sais-je, par exemple. Alors, voyons à présent comment fonctionne un réseau IP. Donc on va reprendre notre réseau de tout à l'heure avec Alice et Bob, qui sont reliés avec un fil, et on va rajouter Charlie en plus. Donc là, du coup, bienvenue Charlie, et du coup, il va falloir tirer un câble entre chacun d'eux, et une carte réseau. Daniel arrive, troisième carte réseau nécessaire. Ça commence à nous coûter cher cette affaire-là. Si on ajoute Edgar, c'est de pire en pire. Donc vous comprenez bien que plus on ajoute de monde, plus il faut rajouter des cartes réseau, plus il va falloir faire du câblage. Et puis vous allez avoir votre salon qui risque de ressembler à ça, votre salon, votre salle serveur. Donc c'est quelque chose qu'on voudrait éviter. Alors ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va mettre un switch. Donc en fait, on va brancher un équipement. Donc là, je vous en présente un par exemple. Donc ça, c'est un switch professionnel qui doit avoir dans les 48 ports par exemple. On vient brancher un seul et unique câble dans ce switch-là, et lui va être chargé de faire de l'adressage derrière. Alors, vous n'avez certainement pas besoin d'un switch 48 ports dans votre maison, donc dans votre maison, vous avez peut-être plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Alors, si on ajoute encore des machines, je sais pas, par exemple, on a des bureaux, et puis on ajoute des bureaux en plus, du coup, on va rajouter des switches potentiellement. Alors là, je vous ai mis que
que 5 machines, mais imaginez des étages, hein, par exemple, avec 200 machines par étage. Je ne vous ai pas représenté 200 machines. Si on veut les relier entre elles, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retire des câbles et est-ce qu'on retourne dans les spaghettis? Alors, je pense que vous avez une intuition que non. On va plutôt utiliser un autre équipement qui va s'appeler un routeur. Alors, un routeur, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc, encore une fois, un routeur professionnel ici, qui est rackable dans une baie 19 pouces. Donc, c'est un équipement qui est plus simple, il y a moins de ports, mais qui est plus, on va dire, intelligent. Et surtout, en fait, cet équipement-là, il faut le configurer. Autant le switch, généralement, c'est plug and play. Autant le routeur, c'est pas plug and play, il va falloir le configurer. Si vous avez un petit peu de bouteille, vous avez peut-être joué avec ça il y a fort longtemps. Ils l'ont ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, le fameux WRT54G, qui était un des premiers routeurs qui intégrait un point d'accès Wi-Fi. Et donc, c'était un équipement qui permettait de faire du routage et de vous donner accès à du Wi-Fi chez vous. Bon, aujourd'hui, on a plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, je nous ai mis une box orange, mais n'importe quelle box ferait l'affaire. Et donc, dans la box, il y a un routeur. Et donc, vous avez finalement tous un routeur chez vous. Donc, si on continue de dézoomer, on a nos routeurs de tout à l'heure avec nos switches. Qu'est-ce qu'on fait? On va encore rajouter des routeurs. Et donc, à chaque fois, finalement, on rajoute des routeurs pour aller relier les différents réseaux, les différents pans de réseau. Et ça devient de plus en plus compliqué. En fait, il y a des particularités qui commencent à apparaître parce qu'en fait, il y a des morceaux de réseau derrière que l'on ne va pas, qui ne seront pas gérés par nous, en fait. Et donc, potentiellement, d'autres personnes, de l'autre côté, sur un autre réseau que nous, on a besoin d'interconnecter, on ne maîtrise pas. Et potentiellement, on pourrait faire des bêtises, enfin, des choses qui ne vont pas nous arranger, disons, et ça pourrait faire tomber notre réseau. Et donc, il y a des protocoles additionnels qui sont présents dans les routeurs qui permettent d'éviter ça, donc de potentiellement isoler les pans de réseau qui sont mal configurés. Donc là, on est dans cette situation-là, on a notre machine A tout en bas à gauche, qui a envie de parler avec notre machine B, et donc comment que ça va fonctionner? Alors pour ça, on va utiliser IP, et alors, donc IPv4. Hein. Alors IPv4, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, c'est un protocole qui a été créé en 1980, donc ça date, 1980. Le principe, c'est qu'on va avoir des adresses qui sont encodées sur 4 octets, donc 32 bits, et qui sont souvent représentées en décimales, en nombres décimaux, séparés par des points, donc allant de 0 à 255. Donc ça nous fait 2 puissance 32 adresses théoriques, soit environ 4,3 milliards. Donc en 1980, quand il y avait 100 ou 1000 machines, peut-être 10 000, bon, ça paraissait absolument monumental. Aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète, on a chacun 2-3 bricoles à la maison, ça rentre pas. Et donc la solution à ça, c'est IPv6. Donc en comparaison, pour vous donner un peu l'ampleur du truc, IPv6 est encodé, lui, sur 128 bits. Et donc je vous ai mis le chiffre en bas, avec surtout en comparaison le ridicule IPv4. En comparaison. Donc ça fait beaucoup. Et si vous voulez briller en société, vous pouvez dire que ça fait 340 000 quintillions. Je ne savais même pas que ça existait. Ou bien beaucoup, comme vous voulez. Alors, si on reprend notre réseau en étoile de tout à l'heure, on va simplifier un petit peu et on va attribuer des adresses de réseau, finalement, à chaque sous-partie. Donc, bon, j'ai pris assez arbitrairement du 1.1.1 pour faire simple, 1.1.1 pour le premier, 1.1.1 pour le deuxième, 1.1.3 pour le troisième, vous avez compris. Et on va également attribuer des adresses à chaque machine. Donc, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, sur chacune des machines intérieures. Bon, c'est un choix, hein, on aurait très bien pu mettre 47, 12, 222, par exemple, ça ne pose pas de problème. Par contre, il y a quand même quelques conventions. Alors, une convention, c'est que, par exemple, l'adresse 0 n'existe pas, c'est une façon d'adresser le réseau. Pas de machines qui sont sur le point 0. Les gateways sont habituellement en point 1. Alors, on va voir tout à l'heure ce que c'est qu'une gateway. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas. Et les adresses d'extrémité sont souvent réservées pour des équipements réseau. Vous voyez ça, par exemple, chez vos clouders. Vous ne pouvez pas utiliser
par exemple les adresses .1, .2, .3, .4, des fois jusqu'à 5, 6, 7, parce que le cloudeur, lui, il a besoin de gérer son réseau, et donc il a besoin également de ces adresses-là, donc il va y mettre des équipements, et donc ces adresses-là, elles ne sont pas pour vous, elles sont pour lui. Bon, il n'y a rien d'obligatoire à ça, hein, mais c'est souvent comme ça qu'on fait. Donc comment on fait pour faire du routage derrière? Alors j'aime beaucoup cette image de l'opératrice de téléphone qui finalement fait du branchement entre deux machines, deux téléphones, et donc c'est elle qui fait le travail avec son cerveau de dire tiens, je vais brancher telle personne avec telle personne parce qu'ils ont envie de se parler. Sauf que tout ça est manuel, donc nous aujourd'hui c'est automatique et on utilise des protocoles pour faire ça. Donc si on reprend notre réseau et on veut que depuis la machine A, on veut parler à la machine E, donc à Edgar, et donc on va faire un ping par exemple, ping 1.1.1.4. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? En fait, du coup, Alice va aller envoyer sa requête sur le seul fil qu'elle a, qui est branché au switch. Et donc là, le switch va aller recevoir cette demande-là, et lui, il va devoir savoir à quelle machine l'envoyer. Comment ça fonctionne? En fait, sur le switch, lui, il maintient ce qui s'appelle une table ARP. En fait, il retient quelle machine est branchée dans quel trou, dans quel port. Et donc, il a une table ARP dans laquelle il va enregistrer l'adresse MAC de chaque machine, donc c'est l'adresse matérielle de chaque machine, et dans quel port il est, tout simplement. Et donc là, on lui dit, tiens, il faudrait que tu m'envoies ça à Edgar. Bon, Edgar, il est dans le trou numéro 23, et donc j'envoie ton paquet dans le flux numéro 23, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on pourrait très bien agrandir le réseau et rajouter un deuxième morceau avec un autre switch et relier nos deux switches avec un seul câble. C'est tout à fait possible, ça pose pas de problème. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer quand on a A1 qui va envoyer à B4? Et bien dans ce cas-là, en fait, on va arriver, Alice envoie dans son seul câble, donc ensuite on arrive dans ce switch-là. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce switch-là? En fait, on va avoir la table ARP de ce switch-là, et c'est un petit peu contre-intuitif. En fait, derrière le même trou, le trou numéro 52, là en l'occurrence, et en fait, on va non pas avoir une seule machine, mais tout un lot de machines. Et donc le switch, il sait quand il doit contacter une machine derrière, il doit envoyer dans ce trou-là, et derrière, ils sauront bien s'en occuper pour aller le router au bon endroit, mais je sais que moi, si je veux pouvoir les contacter, c'est par là qu'il faut que j'envoie. Alors, c'est quelque chose qui est possible à faible échelle, mais vu la taille d'Internet ou la taille de votre réseau sur un énorme bâtiment, ça ne va pas être possible, quoi. Et donc, on a besoin d'autres choses. Quand on a quelque chose qui ressemble à ça, vous n'allez pas pouvoir avoir tout Internet qui est enregistré dans la table ARP de votre box. Ce n'est pas possible. Et donc, on va utiliser non plus de l'adressage, mais du routage. Et donc, c'est là qu'on va passer à la couche numéro 3. Et donc, on va passer sur des routeurs, puisqu'on fait du routage. Et donc, on retrouve notre routeur de tout à l'heure. Donc là, il y a moins de ports. On va avoir deux ports, le 1 et le 2. Et on va brancher notre switch sur le port numéro 1 et le deuxième, en point 4, sur le port numéro 2. Et on va y configurer. Donc ça, c'est un humain qui vient écrire des configurations dans un fichier de configuration ou une interface web. Il vient y écrire ce qu'on appelle une table de routage. Et on va lui dire, tout ce qui est en 1.1.1, tu m'envoies ça dans le port numéro 1. Et tout ce qui est en 1.1.4, tu m'envoies ça dans le port numéro 2. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe si je veux taper Google? Et dans ce cas-là, on va envoyer ça vers un modem qui est relié à Internet. Et en fait, on va rajouter une entrée, une route par défaut, et dire tout ce que je ne sais pas, je l'envoie vers le port numéro 4. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, comment ça fonctionne sur votre machine à vous? Là, on a vu des équipements réseau, mais votre machine également, elle peut avoir plusieurs interfaces. Et donc, on va avoir besoin de savoir comment ça fonctionne. Donc là, j'ai fait un petit IP ADDR. Donc, je suis sur un WSL sur ma machine avec un WSL Ubuntu. Et donc, en tapant IP ADDR, ça permet de lister les interfaces réseau qui sont sur ma machine. Donc, là, ce sont des interfaces virtuelles, mais bon, peu importe. Je nous en ai sélectionné deux, la 2 et la 3, on s'en fiche, n'en parlons pas. Parlons plutôt de la 1 et de la 4. Donc la 1, ça va être la loopback, LO, qui est la boucle locale.
Donc en fait, c'est une adresse qui est, enfin pardon, une interface qui est bien connue des développeurs, qui permet de communiquer en interne. C'est-à-dire, on communique avec rien. En fait, on ne sort pas. Donc c'est une carte réseau qui permet de rester chez soi. Et donc ça peut être intéressant quand on veut faire des tests en interne et donc éviter d'exposer nos services à l'extérieur. Et on va avoir ETH0, donc on retrouve notre règle de nommage de tout à l'heure, avec une adresse IP ici en 172.25.210.242, et puis une adresse MAC en 00.15.5D, etc., etc. Et donc ça, ce sont les éléments qui permettent de caractériser notre carte réseau. Si on veut à présent savoir comment le routage est fait, on va aller taper un petit route. Et donc, ça nous sort un tableau qui est, somme toute, assez complexe, mine de rien, quand on le voit la première fois. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je commence par le bas. En fait, là, ce qu'on indique ici, ça veut dire que tout ce qui est en 172.25.208.0, rappelez-vous, .0, ça adresse le réseau. Donc, tout ce qui est en .0 sont mes voisins. Et donc, j'envoie pas dans une gateway, j'envoie en local. Et j'envoie ici sur l'interface ETH0. Bon, en vrai, j'ai pas fait l'effort de brancher des cartes réseau additionnelles avec des cartes réseau particulières, mais parfois, vous allez avoir des cas où vous n'envoyez pas vers la bonne carte réseau, et donc il est utile d'afficher la table de routage pour voir que, tiens, là, par exemple, tout ce qui est en 112.25.208, je l'envoie sur ETH1, sauf que c'est pas la bonne carte réseau, parce que mon serveur, le client derrière, il est branché sur l'autre carte, donc on envoie à droite alors que c'est à gauche que ça écoute. Donc ça, c'est tout ce qui est en local, et tout ce qui est pas local, donc finalement la route par défaut, qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui est autrement que des voisins, lui, je l'envoie vers ma gateway, donc en fait, c'est un équipement qui est souvent branché sur Internet, donc qui permet d'aller ailleurs. Et donc ailleurs, c'est où ailleurs? C'est où le portail vers ailleurs? Et le portail vers ailleurs, il est en 172.25.208.1, en l'occurrence ici. Alors, il y a quelque chose qui devrait vous choquer, ici. Alors, je suis sûr que vous avez été très attentifs. Je voulais quand même renoter au-dessus. Notre adresse IP, c'est 172.25.210.242. Et on a dit que nos voisins, c'était 112.25.208. Ça ne correspond pas. Alors, c'est la configuration par défaut WSL2. Ces petits malins, ils nous ont mis un masque qui est en /20. Et donc, ça nous fait une excellente opportunité de parler des masques. Alors c'est un petit peu compliqué, souvent on utilise des outils pour expliquer ça. Donc là je vous propose un site ici où en fait vous indiquez votre adresse IP, vous indiquez le masque et derrière il vous donne des informations. Donc le masque en fait qu'est-ce que c'est? Le masque c'est ce qui permet de découper votre réseau en sous-réseaux. Et donc en fait de dire mon sous-réseau quelle taille il a? Est-ce qu'il a une petite taille, c'est-à-dire que j'ai plein de petits sous-réseaux, ou est-ce que j'ai un gros sous-réseau avec plein de machines dedans? Et donc en fait, plus vous agrandissez votre masque, moins il y aura de machines en fait, de disponibles. Plus vous réduisez votre masque, plus il y aura de machines dans le sous-réseau. Donc là, en l'occurrence, 112.25.208.0, donc l'adresse du réseau en /20, c'est ce qui était écrit ici, on ne l'a pas inventé, il est là. Ça correspond à 255.255.240 en masque, donc c'est la même chose, simplement d'un côté vous l'avez en décimale séparé par des points, de l'autre côté vous l'avez en bits, donc il y a 20 bits à 1 et 12 bits à 0. Et donc ça signifie que mon réseau, il va avoir 4094 machines disponibles à l'intérieur, dans mon sous-réseau, qui vont aller de 112.25.208.1 à 112.25.223.254. Et donc ça matche bien finalement la route de tout à l'heure. Effectivement, tout ce qui est en 208.0 avec le masque 240, sont mes voisins. Et donc j'ai pas besoin d'aller taper la gateway, j'ai pas besoin de sortir ailleurs pour pouvoir les adresser. Alors habituellement on utilise des masques plus simples que ça, mais voilà. Je vous donne des exemples. En fait, on utilise souvent 255.255.255.0, soit /24. Donc là en fait ça veut dire qu'on utilise les 3 premiers paquets pour définir notre sous-réseau, et donc on a 254 machines disponibles dans notre réseau, ou bien 255.255.00 ou un /16, où là on peut avoir, alors j'ai pas mis le nom, mais vachement plus de machines dans notre sous-réseau, et donc en fait on pourra pas facilement découper le sous-réseau comme ça.
Voilà, je rentre pas trop dans le détail. Alors, je suis plutôt pas mal niveau temps. Je m'étais prévu des one more thing. Donc, première question. Mon ordinateur échange par IP. Comment sait-il à quelle adresse IP correspond un nom de domaine? C'est-à-dire que moi, je veux aller sur le site de soprasteria.com. Soprasteria.com, c'est une string, c'est pas une adresse IP. Comment mon ordinateur, il sait qu'il doit aller taper à quoi correspond cette adresse IP? Donc pour ça, vous pouvez faire par exemple un ping. Bon là, le ping ne fonctionne pas, mais ça n'a aucune importance. En fait, il nous a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il nous a résolu notre adresse IP, et donc il va nous dire, soprasteria.com est hébergé sur 84.37.137.245. Enfin, en tout cas, c'était le cas au moment où j'ai fait ça, quand j'ai fait les slides. Et donc, comment ça fonctionne? Et bien, en fait, on va avoir ce que l'on appelle un serveur DNS, un Domain Name Server, qui est une machine, en fait, qui est présente sur le réseau, qui contient un annuaire entre des noms de domaine et des adresses IP. Et donc, en fait, notre ordinateur est venu finalement s'enquérir auprès de ce serveur quelle adresse IP avait soprasteria.com, et donc le serveur DNS lui a donné cette information-là, et c'est pour ça que notre machine l'a su. Vous pouvez savoir, par exemple, quel serveur DNS vous utilisez, par exemple ici, en tapant un ipconfig/all, en Windows, par exemple, et donc ici, on vous indique, donc à Nantes, on a un serveur DNS en 10.44.10.30, par exemple. Et ça, c'est celui du groupe. Alors vous pouvez aussi vous faire mal et vous le faire manuellement dans un fichier sur votre ordinateur. Il faut savoir que le fichier en question, il est prioritaire sur le DNS. Donc si vous voulez overrider une adresse qui est enregistrée dans un serveur DNS, elle ne vous intéresse pas par exemple, ou bien vous voulez faire du piratage, vous pouvez enregistrer ça dans votre fichier host. Donc enregistrer le mapping, tout simplement. Donc dans Windows, il est situé à cet endroit-là, Windows STM32 Driver etc hosts, et dans Linux, il est habituellement sur etc hosts. Deuxième question, quand je branche mon ordinateur, ça marche directement. Là, on vient de voir, il y a plein de trucs compliqués, il faut définir des adresses IP, il faut bien réfléchir, quelle adresse mettre, à quel moment, il faut configurer nos routeurs pour que ça... Tout ça est vachement fastidieux, et en fait, est-ce que vous avez fait ça chez vous? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne grâce à ce qui s'appelle un serveur DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, serveur, qui va nous fournir dynamiquement une adresse IP. En fait, lorsque vous branchez votre ordinateur sur le réseau, il y a une pseudo-adresse qui est donnée pendant quelques instants, qui permet de faire un échange avec ce serveur-là. Ce serveur-là, lui, il maintient une liste des adresses qui sont disponibles. Et donc, quand vous arrivez, il va vous attribuer une adresse qui est libre. Si jamais vous êtes parti, si jamais vous revenez, il va vous redonner votre adresse qui est maintenue en mémoire. Il y a des types qui se configurent dedans. Donc, ça nous évite d'avoir à renseigner de façon un peu fastidieuse une adresse IP statique. Vous pouvez le faire, ça vous empêche de le faire, c'est juste une simplicité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le serveur d'HTTP vous descend aussi d'autres configurations, comme par exemple le serveur DNS ou le serveur Wins, par exemple. Donc c'est voilà, il faut le savoir. Si jamais vous avez un mauvais DNS, c'est du côté du serveur d'HTTP qu'il faut regarder. Et enfin, c'est pas forcément la farfouille. Vous ne pouvez pas demander comme ça en toute infinité, gratuitement, des adresses IP n'importe comment. C'était le cas il y a encore pas si longtemps, mais maintenant, en fait, ces instructions-là requièrent des authentifications, comme on voit maintenant chez nous. Vous allez certainement peut-être voir du 802.1x, 802.11x ou 1x, qui permettent de faire une authentification afin de pouvoir obtenir une adresse vérification, finalement, que n'importe qui ne puisse pas venir se brancher sur notre réseau sans problème. Alors, dernier one more thing, le firewall. Alors, si vous êtes plus muscle ou bien magie, c'est comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un firewall? Très simplement, c'est un composant qui définit des règles de routage en fonction de critères. Les règles de routage, qu'est-ce que c'est? C'est je t'autorise à passer ou pas. Et les critères, c'est d'où tu viens, où tu vas. Voilà, tout simplement. Alors, on ne le répétera jamais assez.
il faut toujours faire, pour des règles de sécurité, du allow deny, ou aussi appelé du deny all allow. En sécurité, on interdit tout et on autorise certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, l'autorisation, c'est l'exception, et l'interdiction, c'est la règle. Donc en fait, on ne va pas dire tout est autorisé, sauf ça, ça et ça, parce que ça c'est dangereux. Ben non, en fait, tout est dangereux, sauf les trucs que nous, on maîtrise bien. Donc là, un exemple, et c'est bientôt terminé. Par exemple, je vais dire, je vais autoriser, j'ai un serveur web que je veux exposer sur Internet. Du coup, je vais exposer le port 80 et 443 que j'autorise sur l'interface applicative. Donc je choisis l'interface que je veux exposer. Et j'autorise à entrer sur le port 22 sur l'interface d'administration. Donc si je me pointe sur le port 22 sur l'interface applicative, ben, ce sera refusé. Et sur les autres, ben, personne n'écoutera. Mais de toute façon, ce sera refusé aussi. Et donc comme ces règles sont appliquées dans l'ordre, c'est-à-dire c'est la première qui match qui gagne, et ben, la dernière règle, ça va être un deny all, c'est interdit. Et donc tous les autres ne fonctionneront pas. Bah finalement, on vient de voir l'intégralité de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qu'il y a dans votre box. Sont des choses qui étaient peut-être un peu mystérieuses pour vous. Je vous invite à aller voir en fait l'interface d'administration de votre box. La plupart des box, finalement, vous exposent ces différents services, vous permet de les configurer. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est configuré à l'intérieur et peut-être faire des personnalisations particulières. Alors vous avez peut-être fait des ouvertures sur votre firewall, mais c'est intéressant aussi de voir les autres règles qui sont mises dedans, donc n'hésitez pas à les faire fouiller dedans. Et j'aurais bien voulu vous parler de plein d'autres choses, mais bon, on n'aura pas le temps, ce sera l'occasion pour peut-être une autre présentation. Pas parler par exemple de NAT, qui est un sujet assez accidentogène, pas parler de VLAN, de spécificité Docker, d'ARP, qu'est-ce que c'est que Wireshark, la différence entre TCP et UDP, ce que c'est QPNP, un serveur Radius, etc. Voilà, un peu déçu, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Terminé, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions. Il y en a une à distance. Est-ce que tu sais s'il existe des formations Sopra, un accès réseau et aussi sur l'IPv6, tout ça ou Non. Sopra ou pas Sopra peut-être. Aucune idée. Google est ton ami. C'est ça. Puis MyTalent et puis votre mentor. Ok, ça marche. Eh bien, merci Xavier. Pile dans les temps. Avec plaisir. On va faire une petite... Ouais, si. Ah, il y a une question. Question. Dans les contextes Kubernetes qu'on connaît maintenant, etc., tout ce que tu as dit, j'imagine, est valable. Est-ce qu'il y a des points d'attention à avoir, sachant que tout est virtualisé, les pods ont des IP, enfin, il y a des IP dans tous les sens. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers à creuser pour être plus à l'aise sur tous ces sujets-là ? Alors, la question est très ardue. Je réfléchis. Déjà, l'intérêt de la présentation ici, c'est de donner des éléments qui permettent de diagnostiquer. En fait, souvent, dans un contexte Kubernetes, on va avoir du mal à comprendre pourquoi ça ne marche pas, en fait. Et donc, le simple fait de savoir, le truc, il est déployé, et puis moi, quand j'appuie sur le bouton, j'ai pas. Du coup, déjà, ces éléments-là vous permettent de rentrer dans le pod, et puis venir faire des diagnostics, aller regarder les routes, aller regarder si je peux ouvrir un port à distance, et faire ça étape par étape, et voir à quel endroit, finalement, où est-ce que ça bloque. Donc là, l'objectif ici, c'est surtout de donner ces éléments-là qui permettent de trouver de permettre de diagnostiquer en fait les pannes, tout simplement. Après, dans les bonnes pratiques dans Kubernetes et sur le réseau, ça sera certainement l'occasion de le faire dans une autre presse, mais je vais plutôt voter en touche là-dessus, désolé. Ok, on a des questions qui sont arrivées, parfait. Comment ça se fait que la fibre est souple alors qu'on sait du verre ? Alors la fibre n'est pas souple, si vous la pliez suffisamment, elle va casser. Même si effectivement il y a un effort qui a été fait, physique, mais en fait ne la pliez pas à plus de 90 degrés. Ça va pas le faire. 90 degrés, ça va le faire. Souvent, c'est lorsque vous allez le long d'un mur et puis vous voulez faire un angle,
Et donc pour faire joli, il faut que ce soit bien tassé le long du mur. Et donc on fait pas d'angle. Et donc là, casser. Donc non, faites des angles, c'est important. Enfin, arrondissez. Donc non, plus que 90 degrés, il faut pas faire. Ok. Bon, on te propose de monter une formation. Apparemment, il y a des besoins. Donc voilà, c'est ce qui te reste à faire. C'est noté. Voilà. Et une dernière question. Comment ça se passe quand on fait du multicast et du broadcast ? Alors, c'est vrai que j'ai pas abordé ça. Le broadcast, grosso modo, c'est on arrose tout le monde. Donc en fait, vous allez avoir l'adresse de broadcast. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure rapido. Ici. En fait, ici, vous allez avoir l'adresse de broadcast. Donc ça, grosso modo, ça veut dire j'arrose tout le monde. Donc c'est généralement pas une bonne idée. On a plutôt envie de viser les bonnes personnes. Là où on va utiliser du broadcast, c'est dans des... par exemple, DHCP utilise du broadcast, parce qu'en fait, quand on allume, quand on se branche, on ne sait pas où il est, le serveur DHCP, donc on arrose tout le monde, et puis il y a bien quelqu'un qui va peut-être nous répondre, des fois non, et donc c'est pour ça que des fois ça ne marche pas, vous n'avez pas d'adresse IP. Mais sinon, on a peut-être un serveur DHCP qui va être gentil, qui va nous répondre. Mais sinon, il vaut mieux éviter le broadcast, et il vaut mieux viser directement. Le multicast, c'est un peu plus particulier, je suis moins à l'aise dessus. Il me semble que c'est le fait d'arroser plusieurs machines en même temps. J'espère que je ne vais pas dire trop de conneries. Et donc ça permet avec un seul flux, finalement, après de le multiplier automatiquement. Et donc finalement, ça permet de multiplexer plusieurs flux sur un seul... réduire votre bande passante, quoi, pour faire simple. Donc en fait, vous allez avoir, je sais pas, une machine qui va envoyer un flux sur un câble, je sais pas, votre câble il est en 100 mégabits par exemple, vous envoyez 100 mégabits dessus, et puis derrière en fait vous allez avoir 20 machines qui vont être connectées dessus, et donc en fait en sortie du boîtier suivant, vous allez avoir 2 gigabits qui vont sortir, et donc il me semble que c'est ça le multicast, j'espère que je dis pas de conneries. Allez, on va arrêter. Merci Xavier. On va faire une petite pause d'un peu plus de 5 minutes, puisqu'on a eu des petits problèmes de son et de diffusion apparemment pendant 2 minutes. Ça, heureusement, t'inquiète pas. C'est les 2 dernières minutes là où il y a eu des petits couacs sur le son, donc on va juste changer le PC qui diffuse tout ça. Donc on revient dans 5 minutes. Vous énervez pas trop. Merci Xavier.